Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Et les décodeurs jusqu'à 9h30, il est 8h21. Merci d'être à l'écoute de la matinale. Les décodeurs ce matin avec Ismaël Bargache, cofondateur de Waffair, et Omar Kadiri, cofondateur et directeur de Inception Communication. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette tête ? L'émission n'est même pas commencée. Qu'est-ce que c'est que cette tête, Ismaël Bargache ? C'est de mon point de vue le stress qui monte pour le match. C'est le stress. Ah oui. Alors justement, tout à l'heure on va parler de marque. Le Maroc sait-il raconter son succès ? Est-ce qu'on parlera de storytelling et de nation branding ? Ça, je sais que c'est un sujet qui vous parle. Oui, Marc passionnant. Adiri. Passionnant. Voilà, passionnant. On se demandera si Fouzi Lekja fait bien de partir en politique. Vous savez que alors il n'a pas encore donné complètement, confirmé complètement ce dont on parle depuis quelques jours avec le PAM. Mais est-ce que la politique marocaine cherche son homme providentiel en fait à l'approche des élections, les élections de septembre. Et puis on parlera aussi, si on a le temps, de la fin du conflit au Moyen-Orient. Vous savez que l'accord s'est signé hier. J'allais dire entre la poire et le fromage à Versailles. C'était pas du tout prévu. Normalement, c'était prévu pour demain à Genève. Il y aura quand même demain une cérémonie à Genève. Mais hier, pendant le dîner du G7, Donald Trump est en train de parler avec Emmanuel Macron. Donald Trump dit... c'est un bon accord, etc., etc. Je suis content, machin. Et puis Marco Rubio se lève, va chercher une copie de l'accord. Tiens, je vais le signer. Et il le signe. Simultanément, on le signe aussi en Iran. Et ça s'est passé donc hier. C'était pas prévu, évidemment. Et tout le monde en parle, le monde entier en parle, évidemment, ce matin. Et voilà. Et puis, je vous interrogerai aussi parce que il se passe un truc incroyable chez Samsung Electronics. Samsung qui a gagné beaucoup d'argent grâce à l'IA cette année, au premier trimestre et l'année dernière, et qui a décidé de redistribuer une prime de 290 000 euros pour chaque employé de Samsung Electronics. Ils ont été contraints. Wow ! Oui, bien sûr qu'ils ont été contraints, mais du coup, c'est pas que ça va faire jurisprudence, mais c'est une première, et je pense que d'autres grandes entreprises vont peut-être y penser maintenant. Bien sûr qu'ils ont été contraints. D'ailleurs, on racontera l'histoire tout à l'heure si on a le temps. On commence par la Coupe du Monde. Allons-y. Ce bilan de la première semaine, finalement. On avait mal commencé avec tout ce qui s'est passé, et puis finalement, le foot est arrivé, les stades sont magnifiques, les rencontres sont très bien filmées. Bon, évidemment, on peut après parler des pauses fraîcheurs. Finalement, ça dénature un petit peu ce qu'est le football normalement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces pauses fraîcheurs ? Vous êtes habitués, vous, au carton comme ça ? Dubitatif parce que c'est vrai que les joueurs en ont besoin, en particulier du fait des très grosses chaleurs dans lesquelles ils jouent. Maintenant, ça met un vrai coup au rythme du match. Et voilà, c'est ça. On l'a vu hier pour le match Angleterre-Croatie, par exemple. La Croatie est une équipe vieillissante. Voilà. Donc, eux ont pu utiliser ces pauses fraîcheurs. Par contre, ça cassait complètement le rythme des Anglais. Ouais. Donc, il y a une logique publicitaire aussi derrière. Ça offre deux passages importants en termes de publicité. Donc, ça va augmenter les revenus télé. C'est vrai qu'il y a les droits télé étaient tellement chers cette année. Ah oui, énorme. C'était une respiration pour les diffuseurs. Clairement, ils veulent absolument, en tout cas, rentabiliser. On a donc 2 nouveaux passages publicitaires. C'est vrai que pour les joueurs, par rapport aux fortes chaleurs, et surtout quand on va se rapprocher du mois de juillet, ça va être quelque chose de très intense. Mais j'ai vu aussi hier que les syndicats de footballeurs se plaignent quand même pour ces pauses-là, oui, parce que ça casse le rythme. Oui, ça casse donc le rythme. Ils sont en train de voir, parce qu'ils ne sont pas habitués. En fait, il y a eu aussi une question de s'habituer. Après, pour les entraîneurs aussi, ça leur propose 2 moments de recadrage et de recalibrage tactique. Il y a du contre, effectivement. Qui est très intéressant. On a vu que ça peut aussi changer quelques momentum de match.
Alors là, on a pu découvrir en fait toutes les équipes dans leur premier match. Alors après, est-ce qu'il faut tenir compte du premier match? C'est compliqué. Mais enfin, quand on voit par exemple la Tunisie qui se prend 5-1 à son premier match avec l'arrivée d'Hervé Renard, on entendra tout à l'heure le brief, le C'est une premier excellente brief. nouvelle pour eux. C'est une excellente Oui, nouvelle. oui, on entendra tout à l'heure, on Hervé écoutera Renard, le c'est pas brief n'importe qui, hein. d'Hervé Renard dans le Drone Sport. Il n'a pas été tendre, hein, Très dur. ça a été assez C'est pas violent. un tendre Hervé Renard. Comment? C'est pas un tendre Hervé Non, Renard. non, c'est pas un tendre. Ouais. Mais bien c'est un sûr. vrai. C'est pas un tendre. C'est un- Quelle est l'équipe là, qui vous a Authentique. Alors, on parlera du Maroc tout à l'heure, Mhm. 2 minutes, hein, mais quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné La France. depuis le début? La France. Oui, la France. La Ouais. France. Pourquoi? Incroyable. C'est très très fort la France. La première mi-temps, c'était pas encore ça. Didier Deschamps, il a replacé, il a fait, je crois que c'était au milieu, en mi-temps, en deuxième période. Non, c'était mais un festival. il a fait tout ce que tout le monde demandait depuis longtemps en fait, hein. C'est le Vraiment. replacement de la deuxième mi-temps, c'était toutes les discussions en fait portaient là-dessus. Et ça, c'est très bien parce qu'on a vu tout de suite le résultat. Ouais, ouais, c'est incroyable. C'est très très fort la France. Et surtout la profondeur de banc, Ouais, ouais. c'est incroyable. On se met à la place des autres joueurs, des entraîneurs adverses. Il sort un joueur, il sort Désiré Doué, il rentre Barcola. Il a sur chaque poste, ils ont limite une équipe B qui pourrait être équipe A Pas limite. c'est ça, parmi les limite. favoris de la compétition. Et ça va énormément aider avec le match en plus, le 16e, pour faire tourner l'effectif, pour avoir de la fraîcheur, notamment par rapport aux grandes chaleurs, et d'avoir autant d'options. Je pense que c'est vraiment l'un des grands Mais favoris. est-ce que c'est ça qui va faire la différence sur les équipes du haut du panier? Je mets le Maroc évidemment dedans. Mhm. C'est ça, c'est la profondeur de banc. Je pense que c'est Le un des coaching, éléments, c'est pas le évidemment. seul, c'est un des éléments. Il y a évidemment à quel point l'équipe, du point de vue de la tactique et de la stratégie, est construite, du point de vue de l'état d'esprit, du point de vue de l'entente entre les joueurs, du point de vue de l'ambiance. C'est multifactoriel, mais l'un des facteurs clés, c'est évidemment la profondeur de banc et la qualité des personnes que vous avez sur le terrain et sur le banc. Ça, La chance qu'on a pour l'équipe du Maroc, c'est qu'on a une moyenne d'âge assez jeune. Et cette jeunesse va beaucoup, en tout cas, aider à compenser le manque de profondeur de banc. Et en tout cas, c'est ce qu'on espère énormément parce qu'ils pourront enchaîner les matchs. Il y a ce côté physique, parce que vous donnez Quelle l'exemple de la perte, Zizou, Croatie. Quelle perte. Oui, Quelle perte. Zizou. grande perte en option offensive. Bon, écoutez, on écoute la pub et les infos et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, avec Ismaël Bargache et Omar Kadiri, on a faim. Voilà, je peux vous dire, on était en train de discuter et en fait, il nous manquait un petit déjeuner, c'est ça? En effet. En effet. On va pas lancer un appel, ce serait pas bien. Non, on lance pas d'appel. 8h40, on a plein de sujets aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle. Vous voulez rajouter quelque chose sur la Coupe du Monde? Non. Non, on attend le prochain match. Demain. Voilà. Et Ah, ouais. écoutez, voilà, il faut gagner, hein. Ah, faut gagner demain. Faut gagner parce que même si on a fait un super match contre le Brésil, 1-1 contre le Brésil, faut arrêter. C'est 1-1 contre le Brésil, quoi. Mais c'est pas la meilleure position de faire comme ça un match nul. Quand on voit la mi-temps qu'on a fait, on a forcément du regret quant au score. On se dit qu'on méritait un peu mieux quand même. En plus, franchement, cet avis-là, il est partagé de tout le monde, qu'on soit marocain, qu'on soit pas marocain. Quand vous regardez les commentateurs foot, d'où qu'ils soient, il y a un consensus quant au fait qu'on leur a marché dessus. Donc, Exactement. Alors, ce qui n'était pas le cas forcément pendant la CAN, c'est-à-dire que le style Regragui. pendant la CAN, les commentaires ailleurs donnaient évidemment le Maroc comme challenger, mais il n'y avait pas un tel engouement pour le Maroc. Là, après ce match contre le Brésil, tous les commentateurs ont dit waouh. Le style Regragui, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas à l'époque où il était au WAC. C'était jamais flamboyant, mais toujours très efficace. Et quand on gagnait d'un but ou de deux, à part quelques fois. Et c'était un bloc très compact, très organisé, très solide. Là, on est dans une autre manière de faire du football avec Wahbi. On sent qu'il y a une posture qu'on pourrait résumer par le terme El Professor de Wahbi qui va chercher de la tactique beaucoup plus complexe, un jeu très 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 offensif porté sur la possession de balle un peu à l'espagnol, en essayant d'avoir un jeu qui soit d'une part
d'une prise d'initiative qui soit du fait du Maroc, mais d'autre part qu'on arrive à adapter en fonction des forces et des faiblesses des équipes qu'on affronte à chaque fois. Donc c'est vrai que la différence sur laquelle vous mettez le doigt, de mon point de vue, c'est une différence de style plus que de quoi que ce soit d'autre. C'est vrai que quand on regarde le match du Brésil, on est hyper content. Mais c'est vrai que ce qui nous rendait aussi hyper content avec Walid, c'est qu'on perdait très rarement. C'est-à-dire que si on regarde, si on a le micro-focus sur ce qui s'est passé l'autre jour sur les 30 premières minutes, fantastique. Mais sur le long terme, ce que faisait Regragui, c'est pour ça, on en a déjà parlé sur ce plateau à de nombreuses reprises. On était rassurés avec Walid et j'espère qu'on continuera. Alors la gagne, d'accord, mais là, on a quand même vu deux équipes qui sont extrêmement bien organisées et performantes comme l'Espagne et le Portugal, avec des résultats qui sont pas terribles. Et pourtant, on a un jeu respectable. Et moi, je sais pas, peut-être que le changement de dimension, il est là-dedans. C'est-à-dire que effectivement, on a fait 1-1, mais on a un jeu qui est très organisé. C'est peut-être une critique ce que je vais dire, mais on n'arrivait pas à avoir la même qualité de jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la même qualité de jeu. Et généralement, on repartait vers des travers de football africain pendant 15-20 minutes, même si c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est un style. Et on revenait sur... Là, on a eu quelque chose qui, dès le début du match, a montré comment jouer l'équipe du Maroc maintenant. Oui. Il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la puissance de notre milieu de terrain. Aujourd'hui, on le voit dans le football moderne, la salle des machines est extrêmement importante. Quand on voit le trio qu'on a, et notamment avec la révélation extraordinaire de Boadji, qu'on a énormément de chance d'avoir, et on voit toute la presse française qui le regrette, mais amèrement, et qui le compare à tous les grands milieux de terrain, que ce soit actuel ou même Busquets, Vieira, Modric, de super comparaisons, et on lui souhaite tout le meilleur, avec Naïl Ainaoui aussi à ses côtés. En fait, cette salle des machines est extrêmement importante, et c'est ce qui permet d'avoir ce beau jeu dont vous parlez, et aussi la dimension confiance, parce qu'aujourd'hui la confiance est extrêmement importante. On se retrouve dans une minute. On va tout de suite aller vers le deuxième sujet. On va parler de nation branding, de storytelling. Et à mon avis, ça découle de ça. La question que je vais vous poser, c'est justement qu'est-ce qu'on a fait dans le storytelling? Est-ce qu'on a modifié le storytelling du Maroc sur le plan du football, voilà, pour que à l'international, dans les commentaires, on dise ah ouais, le Maroc, c'est un des favoris de cette Coupe du Monde et ne plus avoir cette espèce d'image de surprise, on va dire, une équipe qui va faire la surprise. Là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on fait partie des grands favoris, même le classement FIFA, on vient de l'apprendre hier, on est classé 6e. Il y a vraiment un avant-après Qatar. Il y a aussi donc toute cette dynamique en termes de confiance d'équipe, en termes d'attractivité des talents, on parlait de Boadji, mais aussi en termes de valeur. Tout ce qu'on avait montré au Qatar a permis de fédérer énormément de nations dans le monde autour du Maroc, de valeurs que ce soit même nos supporters. On voyait tout ce qu'on a fait à Times Square, on voyait même avec les Brésiliens le côté festif, toutes les belles valeurs du foot, tout le côté fair play, même en supporters. Donc aujourd'hui, ça devient une nation qui plaît énormément. Et toute l'histoire aussi de méritocratie derrière le Maroc, et on voit quand même des grandes stars du ballon rond. Tout à l'heure, Smaïl parlait de l'exploit individuel de Vinicius, mais Vinicius, c'est quelqu'un qui est venu au Maroc, qui a porté le maillot du Maroc. On voit Mbappé avec son rapprochement avec Hakimi. On voit des grandes stars d'Hollywood, l'acteur Harrington qui jouait Jon Snow, qui porte le maillot du Maroc. C'est des choses énormes, parce qu'on parle de storytelling. Le storytelling, c'est pas seulement ce qu'on raconte, mais c'est aussi ce que racontent de nous les gens quand le Maroc n'est pas là. C'est vraiment spontanément que ces personnes apprécient ça, et finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on remarque que vraiment, ça porte ses fruits. À quel moment ça devient de la communication, en fait, pour un pays ? Honnêtement, c'est comment capitaliser sur tout ce momentum créé. On a vu la dernière campagne au NMT pour le monde, on est passé d'une plateforme qui était Maroc Terre de Lumière vers une plateforme Maroc Terre de Football. On sait à quel point le football est extrêmement fédérateur.
Football, c'est vraiment l'opium du peuple. Aujourd'hui, on voit à quel point il fédère, à quel point ça a remplacé les guerres d'antan, à quel point les plus grandes stars dans le monde que tout le monde connaît, on parlait de Messi, Cristiano Ronaldo, les Mbappé, aujourd'hui Hakimi. On a la chance d'avoir aussi ces icônes-là. Et aujourd'hui, c'est comment capitaliser sur ce storytelling. Et on va dire, c'est aussi le rôle voilà, des communicants de pouvoir capitaliser dessus, mais ce qui est extrêmement important, et on en parle aussi avec Smaïl, c'est le côté, on a un très bon produit, on a des preuves extraordinaires, on a des choses qui ont été faites, pas qu'au football, mais d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue industriel. Quand on voit aujourd'hui, on a pris la place de l'Afrique du Sud, on est numéro 1 en production automobile sur le continent, on voit le port Tangemed, le succès incroyable, les autres ports à venir, celui de Nador, de Dakhla, toutes les infrastructures, la préparation de la Coupe du Monde, tout ce momentum est extraordinaire. Donc la communication qu'on vient poser dessus, avec aussi la force de nos valeurs d'hospitalité, vraiment cette plateforme qu'on a au Maroc, qu'on a un pays vraiment qui va allier tradition, stabilité, modernité, ça facilite beaucoup le travail de bons communicants derrière. Parce que quand on a un bon produit, on arrive à bien vendre derrière. Comment on fait, Ismaël Margach, pour transformer le Maroc en, par exemple, ce qui a fait Dubaï ou ce qui a fait Singapour ou d'autres pays, le Qatar, par exemple? L'un des débats qu'on a régulièrement avec Omar, c'est celui de l'opposition qu'on peut parfois mettre, qui est une opposition qui n'a pas lieu d'être, mais qu'on peut parfois créer entre la communication et le produit. En général, en start-up, qui est la culture de laquelle moi je suis issu, on va vous sommer de faire un produit qui plaît avant de communiquer, parce que la communication, c'est quelque chose qui permet d'accélérer la vente de quelque chose qui se vend déjà. Et on ne peut pas vendre un produit qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas bon. On pourra le vendre, mais il n'y aura pas de rétention, il n'y aura pas de réhache. Le Maroc, c'est aujourd'hui un produit qui est en train de devenir extraordinaire, de par son peuple, de par son histoire, et aussi de par ce qu'on est en train de réaliser dans le foot et à l'extérieur du foot. Vous prenez les exemples de quelques pays qui sont en grande réussite, comme par exemple le Qatar, Dubaï ou Singapour. Ces produits-là se vendent parce que d'abord, ce sont d'excellents produits. À commencer par Dubaï. Dubaï, c'est une réussite extraordinaire qui est portée pas par le pétrole, mais qui est portée par le patriotisme et par le travail des Émiratis de manière générale et des Dubaïotes de manière plus particulière. Et donc forcément, quand vous créez un réceptacle que le monde entier veut là, c'est pas de la consommation, parce qu'on ne consomme pas un pays, mais on vient s'inscrire dans un pays, en fait, la communication devient facile, la communication est très largement facilitée, et le foot, c'est pas juste un accélérateur, c'est beaucoup plus que ça. Le foot, c'est le sport qui déchaîne le plus les passions dans le monde entier. Et par conséquent, quand vous êtes dans une configuration où vous êtes un pays qui avance de manière extrêmement objective sur l'ensemble des points qu'Omar a brillamment détaillé tout à l'heure, et que vous amenez en plus la passion, vous mettez l'ingrédient passion dans cette soupe, en fait, ça vous donne le rayonnement que le Maroc est en train d'avoir aujourd'hui. Moi, vous me connaissez, ce qui est important, c'est pas ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on est capable de continuer à faire maintenant que ces actifs sont construits, qu'ils sont productifs. Il faut qu'on puisse leverager, et je pense que c'est la stratégie de notre roi Lainsro, c'est de pouvoir leverager cette passion-là pour faire que les Marocains puissent prospérer davantage, puissent s'enrichir davantage et puissent être plus heureux et puissent créer un environnement dans lequel ils sont mieux que ce qu'ont été les générations précédentes. C'est-à-dire que concrètement, c'est un levier pour pouvoir aller de l'avant. Il faut qu'on puisse aller de l'avant en le leverageant. Omar, vous êtes un professionnel de la com, de la pub. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'a dit Ismaël, est-ce qu'il faut le processer? Il faut pour développer encore plus le nation branding du Maroc et encore mieux communiquer, encore mieux raconter, on va dire, ce qu'est le Maroc, le succès. Est-ce qu'il faut en gros, est-ce que ça existe, par exemple, une agence de com qui s'occupe d'un pays? Bon, ça existe, forcément. Bien sûr.
Pour le cas du Maroc, en fait, il travaille des grandes agences internationales, notamment BETC pour les citer en France. En fait, il y a une manière de processiser cela. Et tout commence par les preuves. Comme quand on a envie de vendre un produit, on a des preuves extraordinaires. Ils essayent de les mettre en avant. Il y a des stratégies, il y a des plans d'action. Il y a aussi des leviers d'amplification. On le voit aujourd'hui avec les créateurs de contenu, vlogueurs ou autres qui arrivent à transformer énormément. Il y a aujourd'hui des très grandes célébrités, un MrBeast ou un iShowSpeed qu'on a reçu au Maroc ou autre. C'est des personnes qui arrivent aussi à créer une visibilité énorme. Mais ce qui est génial, c'est quand on a aussi des grandes stars du foot, des acteurs ou autres qui font la promotion du Maroc, automatiquement, le Maroc devient une destination qui est considérée par les différentes populations dans le monde. Il y a un travail continu à faire, ça c'est extrêmement important. Et il faut capitaliser sur tout ce qu'on est en train de construire, parce que le retour sur investissement, il est clairement là. On le voit aujourd'hui, on prépare la prochaine Coupe du Monde avec un challenge extraordinaire pour le pays, pour notre jeune population, pour inspirer la passion extrêmement importante. Et le football a été finalement un choix extrêmement pertinent dans la vision de notre souverain, Lainsro, et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et Omar a d'autant plus raison qu'on a des gens qui communiquent, qui sont organisés pour communiquer contre nous. Alors justement, oui, j'allais en parler de ça, oui. Juste à titre de rappel, lors de la précédente CAN, on a eu des psy-ops qui ont été faites par des services étrangers, qui ont créé, aujourd'hui c'est démontré, on l'a vu, des millions de comptes avec des noms à consonance sénégalaises qui insultaient le Maroc, et des millions de comptes avec des noms à consonance marocaine qui insultaient les Sénégalais. Et qui ont très largement fait tout ce qu'ils pouvaient, mais mis toute l'intelligence qu'ils pouvaient pour essayer de créer la zizanie entre deux peuples frères que sont les peuples sénégalais et le peuple marocain. Mais comment on fait pour contrôler ça? C'est compliqué. Ça n'arrive pas qu'au Maroc d'ailleurs. Alors bien sûr, c'est compliqué. La bonne manière de le contrôler, c'est d'avoir une posture éminemment managériale. C'est ce que vous disiez il y a une minute. Quant à ce type de sujet, il faut avoir des cellules organisées qui ne font que ça, qui sont pas des cellules qui font uniquement, qui ont uniquement un recul créatif quant à la démarche, mais il faut un recul qui soit extrêmement quantitatif quant à ces problèmes-là, parce que ces problèmes-là, en fait, il faut réussir à regarder du point de vue de la data les problématiques que ça pose. Et ne pas le faire, ça voudrait dire que on vous fait la guerre et que vous ne vous défendez pas, en fait. Il y a l'importance de la veille, de la e-réputation du Maroc. Aujourd'hui, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a des grands risques. Ce dont parlait Esmaïl peut prendre des proportions encore plus élevées. Il y a une véritable éducation aussi à capitaliser, à leverager sur des médias internationaux pour prévenir, pour raconter ces histoires-là, pour faire du fact-checking, pour que les personnes, quand ils soient exposés, on parlait du public sénégalais, aussi se posent des questions quand ils voient des fake news. Je pense qu'il y avait moyen de mieux préparer le storytelling d'un point de vue médiatique, d'un point de vue protection de l'image du Maroc lors de la CAN. Il fallait prévenir en amont de tout ça, parce que ces choses dont parle Smaïl, c'est pas tout le monde qui en a conscience, et notamment les publics internationaux. Donc on a vu énormément de propagande à notre rencontre sur l'organisation, sur l'arbitrage, etc. Mais tout était travaillé en amont. Et il faut mettre en place des garde-fous et de la veille, de la réputation pour protéger au maximum. Donc c'est des choses qu'il faudra apprendre à anticiper, notamment pour la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah, qu'on organisera ici. Parce qu'on aura des détracteurs, on aura des attaques sur l'organisation, sur les choses, etc. Et il faut anticiper. Et je pense que ça va nous servir, Inch'Allah, de leçon pour mieux se préparer. On pourra avoir des attaques, et à mon avis, d'ailleurs, on en aura, et pas forcément sur le côté football, organisation. On en aura sur les valeurs sociétales, l'État, le travail des enfants, la situation des femmes, etc. etc. Oui. Et là, ça va mitrailler. Bien sûr. Donc, il va falloir penser à ça. Comme ça a été le cas pour le Qatar, comme ça a été le cas pour les États-Unis actuellement. Mais on fait comment? Est-ce que c'est le storytelling en fait qui est le plus fort là-dedans?
Alors, plus une marque est forte, plus elle a cette capacité à se protéger. Mais c'est aussi, il y a un volet éducationnel qui est extrêmement important. C'est raconter en amont, utiliser tout ce qui va être levier presse, levier d'influence, levier d'amplification pour prévenir. C'est-à-dire appeler les gens à venir discerner, à venir fact-checker, à ne pas croire tout ce qu'ils vont recevoir, à discerner le vrai du faux, à dire attention, il y a aussi des forces qui peuvent nous vouloir un peu de mal, qui peuvent vouloir un peu déstabiliser, qui peuvent vouloir créer voilà, de la discorde et donc de pouvoir protéger ces différentes choses. Et aussi inviter de la presse, inviter des journalistes qui viennent voir de leurs propres yeux, les intégrer, créer de l'interaction, impliquer les personnes. Mais ça se prépare beaucoup en amont. Et les cellules de veille et réputation sont extrêmement importantes. Travailler avec les plateformes. Il est extrêmement important aujourd'hui de travailler avec les grandes plateformes de réseaux sociaux dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut les impliquer, parce ils ont un devoir par rapport aux fake news et par rapport à tout ce qui peut être dispersé. Il nous reste 15 secondes. Non, parfaitement aligné avec Omar. Ok. Peut-être juste un point, pour le dire de manière plus synthétique. Il faut savoir être proactif quant à ce genre de problème. Jusqu'à aujourd'hui, on a été beaucoup réactif, c'est-à-dire qu'on attendait le problème avant de commencer à travailler. Clairement. C'est parfait. On se retrouve juste après les infos. Les décodeurs avec aujourd'hui Ismaël Bargage, cofondateur de Wafer, et Omar Kadiri, cofondateur et directeur de Inception Communication. On parlait de la marque Maroc, on parlait un peu de nation branding, de storytelling, etc. Et puis évidemment de l'évolution de tout ça. On parlait de la Coupe du Monde 2030. Et vous disiez une chose absolument effrayante, Omar Kadiri, c'est que l'IA en 2030 sera ultra développée. Ouais. Et peut-être qu'on ne pourra plus l'arrêter sur ce type de contenu. Est-ce que justement, il faut pas, et on le disait juste avant d'écouter les infos, est-ce qu'il faudrait se concentrer sur ce qu'on appelle le fact-checking qui marche déjà dans certains pays ? Extrêmement important, même, je dirais même du primaire à l'école. Et C'est aujourd'hui, ça, on voit des pays. Quand on dit fact-checking, c'est pas simplement faire une plateforme ou sensibiliser les médias, par exemple. Ça doit commencer très tôt. Très très tôt. Former les esprits à la critique, à la vérification. On parlait des plateformes, beaucoup de pays ont mis en place des plateformes de fact-checking, pas forcément pour que les gens aillent les voir chaque jour, mais pour au moins avoir des stratégies de renvoi, de vérification. Et aujourd'hui, ça va être quelque chose d'extrêmement important. On a vu l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux en termes de déstabilisation de pays, en termes vraiment de création de problématiques. Aujourd'hui, le gros challenge va être d'inviter les populations à vérifier, à les rediriger vers des plateformes de confiance, à les inviter à vérifier les informations, etc. Ça va être quelque chose d'extrêmement important. Reconnaître le vrai du faux. Et même les plateformes auront ce challenge-là parce qu'ils vont toujours devoir nous dire est-ce que ça a été fait en IA, avoir des notices sur l'IA ou pas. Je pense que c'est l'un des grands challenges des prochaines générations et même de la nôtre. Ismaël ? Mon point de vue, Omar a parfaitement raison. Je pense que le point cardinal qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer dans le futur, c'est celui de la maîtrise du récit. En général, quand on est face à un ennemi qui nous fait une guerre communicationnelle, comme ça a été le cas récemment et comme ça a été le cas depuis un certain nombre d'années, on est en général au Maroc en réaction. On est en réactivité par rapport, en termes militaires, on dirait, on est le camp qui n'a pas l'initiative. Ce que je pense, c'est qu'on devrait créer une situation, une configuration où l'initiative est de notre côté, où le récit qui est raconté, où l'histoire qui est dite est l'histoire sincère et réelle de ce qu'on est en train de construire, qui est aujourd'hui, de la vie de tous, quelque chose de très pertinent, de très bien. On est un pays qui prend une direction sur un certain nombre de sujets qui est la bonne. Il faut qu'on puisse, en particulier dans le cadre de ce genre de grands événements, pouvoir dire cette histoire et avoir l'initiative sur ce genre de problématiques-là. Vous voulez dire qu'on est trop gentil ?
C'est pas une question de gentil ou de méchant. Non, mais c'est pas- c'est ce qu'on dit souvent. Hein. On dit, par exemple, sur la CAN, on a été trop gentil, il faut arrêter d'être trop gentil, etc. Et en même C'était temps, au-delà de l'aspect communicationnel. oui, mais enfin, dans la CAN, en pendant la même CAN. temps, on a D'ailleurs, quand la même sortie de l'Arja, je l'ai trouvé très bien. oui, bien sûr, dans les valeurs du Maroc et du storytelling Maroc, il y a cette espèce de bienveillance aussi. Il y a cette Ouais. gentillesse Ouais. c'est pas le cas dans d'autres pays qu'on ne citera pas. Ouais, le fait de Enfin, recevoir. le capital sympathie Ouais. est très, très important. Le fait de recevoir les gens correctement, c'est une valeur cardinale du Maroc et des Marocains. Donc ça, c'est normal qu'on les fête et je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de continuer à faire. Maintenant, recevoir les gens comme il faut, ça ne veut pas dire se marcher sur les pieds. Se laisser marcher sur les pieds, pardon. Et malheureusement, les pays qu'on ne citera pas, on dépense beaucoup d'argent pour pouvoir nuire à cette réalité qui est bienveillante du Maroc. Alors, c'est pas une fake news. Hein. Depuis plusieurs semaines, une question agite les cercles politiques marocains. Fawzi Lekja est-il en train de préparer son entrée officielle en politique avec le PAM, déjà ministre délégué chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, patron de la Fondation Maroc 2030, l'homme fort du foot marocain serait courtisé par le PAM à l'approche des élections législatives de 2026. Alors, au-delà du simple jeu des rumeurs, cette hypothèse soulève des questions majeures. Hein. Le Maroc assiste-t-il à l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants et surtout, l'image de gestionnaire efficace construite par Lekja dans le football peut-elle se transformer en capital électoral dans un, disons-le, dans un quasi-désert électoral? C'est un no-brainer. Ouais. C'est un no-brainer. Aujourd'hui, vous allez parler à des Marocains, vous leur dites qu'est-ce que vous pensez de Fawzi Lekja, les avis seront extrêmement positifs, c'est sûr et certain. Et ils seront positifs pas parce que le monsieur communique bien, parce que le monsieur est efficace, le monsieur produit des résultats. Moi, si vous me posez la question à moi, j'appelle de mes voeux à ce que Fawzi Lekja est bien. On n'est pas là pour ça, on est juste là pour commenter. Hein. Ne lui faites pas sa campagne électorale. Je vais avoir des ennuis après. Franck Mathieu, vous posez les questions que vous voulez, je fais les réponses que je veux. D'accord. Omar, qui va être beaucoup plus nuancé que vous, je suis sûr. Ouais. Non, sincèrement, ça serait en tout cas une bonne nouvelle pour le paysage politique en général d'avoir des bâtisseurs, des technocrates. C'est ce dont on a besoin. C'est quelqu'un qui a pu exécuter et mener l'opérationnel de la vision de Sa Majesté Lainsro d'excellente manière. Les résultats sont là, que ça soit d'un point de vue performance de l'équipe sportive, mais même d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue communication, on en parlait. C'est un excellent communicant. D'un point de vue méritocratie, son histoire est très inspirante pour une grande partie du peuple marocain, pour une grande partie de la jeunesse. Et aussi, parce que tu parlais de désert électoral, il y a pour moi quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui pourra, en tout cas, mobiliser le vote des jeunes. Le vote des jeunes est extrêmement important. On a besoin de redonner confiance en la politique, à nos jeunes, à la population marocaine. Et aujourd'hui, on le voit dans le monde, c'est pas qu'au Maroc. Les personnes, en général, les citoyens, commencent à chercher des personnes qui ont apporté des preuves, qui ont construit des choses, et font très attention, maintenant, sont plus vigilants aux discours de promesses, à la démagogie, à beaucoup de déceptions qu'ils ont vécues. Donc, avoir des personnes comme ça qui s'engagent, des technocrates, etc., ça ne peut être que positif pour l'ensemble des partis politiques. On fait un break, on se retrouve dans une minute. On est d'accord, on parle des élections depuis quelques mois déjà dans les décodeurs et on se dit finalement il n'y aura pas de changement. Ceux qui sont les leaders des partis politiques depuis des années vont continuer à être les leaders des partis politiques. On a demandé à ce qu'il y ait plus de femmes. Là on se rend compte que finalement il n'y a pas plus de femmes à part peut-être sur le terrain mais pas dans les partis politiques. Et là, alors je parlais de Fawzi Lekja, mais peut-être qu'il y a d'autres personnalités comme Fawzi Lekja dans la société marocaine. Mais est-ce que finalement c'est pas ça, c'est pas ce dont on a besoin pour que les gens aillent voter et se réintéressent à la politique? En préambule, il me paraîtrait important de parler d'un des sujets, puisqu'un mot a été prononcé. Moi, je suis en désaccord quand il s'agit de dire qu'il y a une muraille de Chine à mettre
entre ceux qu'on qualifie de technocrates et ceux qu'on qualifie de politiciens. Lui, c'est un technocrate, par exemple, ça ne veut rien dire. Est-ce que, je crois qu'on est un des seuls pays dans le monde dans lequel cette séparation est aussi claire. Pourquoi pourquoi, si on est capable d'être un manager efficace, on ne pourrait pas avoir d'idées? Et pourquoi, si on a des idées, on ne pourrait pas être un manager efficace? On peut être en même temps un excellent politicien et un excellent technocrate de mon point de vue. Et en général, au Maroc, on fait une séparation entre les deux qui est extrêmement manichéenne et je ne comprends pas pourquoi. Moi, ce que je pense, c'est que si vous avez une cervelle qui tourne et que vous êtes capable de gérer des humains, des organisations, des systèmes, etc., ça ne vous empêche pas d'avoir des convictions. Et le contraire est vrai aussi. Et je pense qu'on devrait se battre contre cette posture manichéenne quant à ce sujet, parce que y a nulle part dans le monde où cette séparation existe. En général, les gens qui savent gérer, on souhaite les mettre aux commandes et on ne les marginalise pas avec un terme qui laisse penser que, en fait, du fait de leur capacité managériale, ils n'ont aucune capacité à avoir des idées, à avoir des idéals, et à avoir des penchants quant à un idéal de société. Fouzi Rja, on dira ce qu'on voudra, mais moi, de mon point de vue, bien avant sa manière d'être capable de gérer des problématiques complexes, des organisations, des systèmes, tout ce que vous voulez, c'est une personne dont aujourd'hui je mets au défi qui que ce soit de dire que c'est pas un patriote extrême. Quand vous l'entendez parler, c'est la chose qui ressort le plus. C'est quelqu'un qui a à cœur le développement du pays. Et vous pensez que c'est ça ça qu'on met en haut de la liste? Quand vous prononcez le mot technocrate, ce que les gens entendent, c'est il ne sait que gérer et il ne ressent rien. Et je pense qu'il faut se battre contre ça parce que, de mon point de vue, une personne, un bon politicien qu'on met aux commandes doit être en même temps un technocrate et en même temps quelqu'un qui est drivé dans le même temps par son cerveau et par son cœur. Omar. Il y a aussi une donne extrêmement importante pour compléter ce que disait Ismaël, c'est aussi le grand rayonnement international qu'il nous offre et sur lequel il travaille. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté, apprécié au sein de la FIFA. Ouais. C'est quelqu'un... Oui, mais justement, on risquerait peut-être de le perdre parce que y a des mandats à la FIFA, il y a des choses importantes qui peuvent se passer. Vous perdez jamais une personne quand vous l'augmentez en responsabilité. Exact. Ouais. Parce que, il pourrait y avoir aussi d'excellents remplaçants aussi dans son poste actuel. Et il y a cet effet supervision qui est extrêmement important. Il a mis en place aussi, il a mis en place un système qui a été très performant, que ce soit en termes d'exploitation des infrastructures, en termes d'attractivité des talents. Il s'expose lui-même, il se donne lui-même pour attirer les plus grands talents. Bouedji aussi, c'est un travail qu'il a mené. Oui, personnellement. Il a essayé même sur le dossier Lamine Yamal, mais après il y a eu des choix personnels sportifs là-dessus. Il a cette capacité à extrêmement bien représenter le Maroc. Il est efficace, il est pragmatique. On a besoin de ce type de personnalité en général dans la politique au Maroc pour redonner confiance. C'est extrêmement important de redonner confiance. Et aujourd'hui, par rapport à tous les challenges qu'on a à mener, et notamment le grand challenge de l'émergence, on a besoin de personnalités comme ça, aux commandes, avec le patriotisme extrêmement important. Et aussi, je le dis et je le répète, la symbolique énorme du mérite. C'est quelqu'un qui vient purement du peuple, qui vient de Berkane, et regardez juste ce qu'il a fait pour sa ville, regardez juste ce qu'il a fait pour son club. On n'est pas juste là à faire l'éloge, mais en tout cas, ce qu'on se dit, c'est que des symboles comme ça, on en a grandement besoin. Moi, chaque fois qu'on voit, comme disait Smaïn, ou des technocrates qui arrivent aux fonctions et qui vraiment, c'est un choix. C'est des gens qui, parfois, ont renoncé juste à des carrières purement argent ou autre. On a des ministres actuels comme ça, même le ministre de l'Industrie, on peut le citer, qui font ce choix-là et qui viennent servir leur pays au lieu de travailler à l'international et de choisir des grands packages et qui viennent contribuer au pays. Je trouve ça d'une grande noblesse et c'est des choses dont on a grandement besoin. Il nous en faut, on le dit souvent avec Smaïn, il nous en faut énormément des exemples comme ça. C'est ce qui nous permet d'atteindre l'émergence. L'une des choses qui est très certainement manquante pour pouvoir développer de manière plus rapidement notre pays, c'est de réussir à mettre les cervelles les plus pointues du pays au service du plus grand nombre. Omar a parfaitement raison de dire que
les plus intelligents, aujourd'hui, c'est partout dans le monde, c'est beaucoup plus naturel pour eux d'aller prendre des packages à 500 000 $ par an. Et quand vous êtes dans une configuration où vous avez une administration où vous n'avez pas ces personnes-là, ça devient encore plus difficile d'attirer les meilleurs. C'est la seule chose qui, enfin, à part l'argent, la seule chose qui fait que vous arriviez à attirer les meilleurs, c'est quand vous arrivez à créer une démarche qui est réellement centrée autour du mérite. Alors aujourd'hui, le mérite, quand on parle de méritocratie, c'est une insulte. On est dans une période où la méritocratie est une insulte. Là aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de l'égalitarisme. Quand vous avez une personne comme Fouzil Rjah qui est aux commandes, par extension naturelle, en dessous de lui, vous avez des personnes qui lui ressemblent. Et quand vous avez une personne qui est l'antagoniste de Fouzil Rjah, qui est à la tête d'une organisation, par extension, vous avez en dessous de lui des personnes qui lui ressemblent. Et donc vous vous retrouvez dans une configuration où soit vous êtes dans un système de reproduction de l'excellence, soit vous êtes dans un système de reproduction de la médiocrité. Et ce qu'on a dit à de très nombreuses reprises sur ce plateau, sur de très nombreux sujets, c'est que la seule manière de réussir à faire avancer les choses de manière concrète et réelle et d'obtenir des résultats, c'est de réussir à mettre les bonnes personnes. Effectivement. Mais là, j'entends déjà les gens qui sont derrière le poste, qui sont investis dans la politique, qui sont peut-être dans un parti politique. Il y en a beaucoup qui sont très bien. Non, mais il y en a qui sont très bien, mais ils sont en train de me dire, mais quand même, un investissement politique, il est forcément partisan, il y a une idéologie dans un parti politique. Est-ce que ça risque c'est pas... la tarte à la crème, ce que vous venez de dire vraiment. Non, je dis c'est la tarte à la crème, parce que on passe notre temps dans ces émissions à le dire, pas moi directement. Oui, mais c'est une tarte à la crème. On est en train de dire... Oui, on passe parfois notre temps à dire des bêtises. Pour se présenter aux élections, quand on est au RNI, quand on est à l'USFP, quand on est à l'Istiklal, etc., il y a des idées qui sont développées à l'intérieur de tous ces partis, qui sont des idées différentes. Il y a des conservateurs, il y a des ultra-conservateurs, il y a des gens de gauche, il y a des centristes, Je suis extrêmement etc., frustré etc. de ne pas pouvoir utiliser des mots parce qu'on est à la radio. Je ne veux pas que vous utilisiez ces mots, vous le savez très bien. Ce que je veux dire, c'est dans le cas de Fouzil Rjah, par exemple, on est dans un... Mais non, mais c'est en plus, c'est la droite lignée de ce que vous venez de dire. Vous venez de parler de méritocratie, etc., etc. Ça veut dire on est en train de se dire, est-ce que les meilleures personnes, on les met pas aux commandes? Non, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut peut-être... Est-ce que ce sera une faiblesse ou une force pour Fouzil Rjah, par exemple, de pas avoir de couleur politique, tout simplement? Voilà. Mais est-ce que vous avez la sensation? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est le fond du problème? Mais est-ce que c'est le fond du sujet? Le fond du sujet, c'est le développement du Maroc. C'est parce qu'il est bleu ou vert ou jaune ou orange. Ismaël Bargache, vous voyez bien que le discours des partis politiques, mais il faut s'en détacher. Il se rapporte à des idées, etc. Et que à quel moment vous voulez... Pourquoi vous considérez qu'il n'a pas d'idées? Non, mais Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Parce que vous insinuez, vous dites eux ils ont des idées, ça veut dire lui il en a pas. Ce que je veux dire, c'est que les partis politiques sont partis là pour ces élections de septembre sur des idées. Ils ont pas changé depuis des années, depuis des dizaines d'années. L'USFP fait l'USFP. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Je pensais que vous étiez. Mais j'ai pas à vous dire que je suis d'accord avec vous, mais parce que je voulais poser la question. Et là, on arrive avec un nom. Alors évidemment, qui veut être coopté par le PAM, mais on arrive avec quelqu'un qui n'a pas réellement de couleur, qui n'est pas marqué. Mais en quoi c'est important? Mais sincèrement, on est dans un momentum. Mais parce que c'est l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Les gens vont aller voter pour des idées. Oui. Les gens vont voter pour des hommes, pas pour des idées. Et j'irais même au-delà, pour des hommes d'action. Oui. Parce que le problème de ces idées et de ces programmes, on l'a tous vécu, il y a eu énormément de déceptions. Pas qu'au Maroc, dans le monde entier, parce qu'on a la communication, les programmes, vendre du rêve, quand on va voter des idéologies. Quand on va voter pour le PJD, on va voter pour le PJD. Oui, non, c'est ça. Vous allez voter pour Ibn Kailan. Non, mais même sur une idéologie, et qui est souvent, malheureusement, trompeuse. Parce que le problème de ces idéologies-là, et le problème de ces personnes-là, c'est que leur premier intérêt, c'est d'être élus et de garder leur mandat, ce qui est un véritable désastre pour un pays. On préfère de loin des hommes d'action qui vont venir, comme le disait Ismaïl, servir le développement du pays, avoir des objectifs et faire du mieux qu'ils peuvent pour les atteindre. Et on a vu le cas avec Fouzil Rjah sur son mandat, sur son périmètre, il les a
plus qu'atteint, il les a même dépassés de manière brillante. On a besoin de ce type d'homme d'action. Parce que l'idéologie seule, au contraire, elle ne va pas être productive pour le Maroc, et surtout dans un momentum où on a des chantiers colossaux devant nous à venir. Omar Kadiri, vous avez déjà fait de la com politique ? Non. Non, jamais. Non, et ça pas vous tente encore. pas, ça ? Honnêtement, de prime abord, non. Par contre, s'il y a un projet extrêmement important pour le développement du pays, avec des hommes forts d'action, etc., on serait ravis de les accompagner, mais avec réellement un scope et un prisme ultra patriotique. Et pas juste d'avoir tel ou tel contrat ou travailler avec telle ou telle idéologie. Ça va être surtout pour accompagner des actions, accompagner le rayonnement du Maroc, l'épanouissement de la jeunesse marocaine, beaucoup de choses pour vraiment pouvoir mobiliser des forces vives de la nation. Le message est passé, donc. Yes. On termine avec la fin du conflit au Moyen-Orient. Signature hier. Il y aura une deuxième signature demain à Genève. Hier à Versailles. C'était la classe. Prix du baril en dessous de $80. En dessous de $80. C'est la seule chose qui compte. Détroit d'Ormuz libéré, avec toujours des négociations qui vont redémarrer sur le droit de passage, pas le droit de passage, etc. etc. Mais ça y est, c'est fini ? On ne sait pas, mais on l'espère. On l'espère, on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête. Mais au-delà du prix du baril qui descend, qui est une fabuleuse nouvelle pour notre économie, il y a aussi la possibilité d'avoir différents intrants qui viennent du Golfe Persique. Nous, on a des partenaires à nous, industriels, qui ont perdu des intrants. C'était même plus une question de prix, bien sûr, mais énorme, même dans le monde de la lessive, même dans le monde. Et ça va être une très bonne nouvelle pour l'industrie marocaine, pour les emplois, pour l'OCP, pour différentes choses. Donc, on espère que ça se stabilise, que ça reste ainsi et que cette zone, en tout cas... vraiment un apaisement nécessaire pour le monde. Ce matin, j'écoutais les infos et déjà, on avait des retours des Israéliens qui s'estiment floués par cet accord. Est-ce que les Israéliens vont jouer le jeu ? Pourquoi ils s'estiment floués par cet accord ? Ils s'estiment floués par cet accord parce que politiquement, ils veulent continuer à exister et puis à occuper les territoires qui sont... Moi, de mon point de vue, il faut distinguer, distinguer Netanyahou et les Israéliens. Netanyahou s'est senti floué parce qu'à partir du moment où il y a la paix, Netanyahou est au minimum en prison à vie et idéalement condamné à mort. Donc il faut juste créer un mur entre Netanyahou et sa petite nomenclature d'extrême droite et le reste. Il y a un véritable détachement, on le sent, de la part de Trump face à Netanyahou, parce qu'aujourd'hui, une grande partie, il y avait un sondage qui est sorti récemment, 60 à 70% des jeunes Américains qui sont aujourd'hui opposés à la politique d'Israël. Et ce détachement est extrêmement fort. Donc Trump aussi a compris qu'il fallait avoir ce détachement. Et la grande force d'Israël, ça a toujours été de réussir à peser très fort sur l'opinion publique américaine. Aujourd'hui, effectivement, il pèse une détérioration. Messieurs, c'est terminé. Le débat ne s'arrête jamais dans les décodeurs. Merci Ismaël Bargache et merci Omar Kadiri. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.